Les libertariens à l'assaut de la France et la présidentielle française. On en parle souvent sur cette chaîne des libertariens. Alors moi, je préfère le terme ultra-libéraux parce que je trouve que c'est plus des ultra-libéraux en France que des libertariens. Bon, après, c'est des débats sémantiques de con. Les deux termes me vont, j'utilise plus ultra-libéraux, moi, personnellement. Peu importe, vraiment, on s'en fout. Toujours est-il que ces fameux ultra-libéraux, je ne sais pas s'ils ont le vent en poupe aujourd'hui, mais en tout cas, ils ouvrent de plus en plus leur gueule en France. Il y a tout un tas d'hommes et de femmes politiques, surtout des hommes politiques, qui se réclament de cette idéologie ultra-libérale et qui se réclament de Javier Milei, le président argentin libertarien et anarcho-capitaliste autoproclamé, qui est en train de vraiment faire beaucoup de mal à l'Argentine en la mettant totalement dans l'escarcelle des États-Unis de Trump. Voilà, donc un gros nul Javier Milei qui est en train de défoncer économiquement son pays très très fort. Et pourtant en France, il y a tout un tas de gens qui sont là à se dire non, il faut faire comme Javier Milei, il faut s'inspirer de Javier Milei parce qu'il y a trop d'impôts en France, on vit dans un enfer socialiste et un enfer fiscal, gna 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 gna. Donc le discours anti-impôt, anti-État de la droite française, il n'y a rien de nouveau. Mais là du coup, il leur passe un petit peu à la moulinette de l'ultralibéralisme argentin de Javier Milei et aussi nord-américain d'Elon Musk, ce qui est assez intéressant. Voilà. Et même si, a priori, on va pas avoir un espèce de président libertarien à la prochaine présidentielle, parce que ce soit David Lisnard ou d'autres, bon, a priori, ils vont prouter, ils vont faire flop. Mais en tout cas, ils essayent de, on va dire, influer sur le débat de la droite française pour essayer de faire prospérer un discours anti-impôt, anti-État, toujours plus radical. Voilà. Et quand on voit à quel point l'extrême droite, y compris le RN, est de plus en plus sur un discours anti-fiscal, anti-impôt, anti-État aussi, et que la convergence de la droite classique, la droite traditionnelle et de l'extrême droite se fait sur fond du discours anti-impôt, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment ceux qui sont à l'avant-garde de ce discours anti-étatiste et anti-fiscal se comportent. Moi, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut vraiment analyser, ne serait-ce que pour déconstruire leur discours et proposer un contre-discours plutôt qui serait pro-impôt, pro-fiscalité, mais sans dire n'importe quoi pour autant. Vous voyez, je pense qu'il y a beaucoup qui se joue politiquement autour de la question de la fiscalité, de la place de l'État, des impôts, de la redistribution, de la sécurité sociale. Il y a une immense offensive de la part de la droite et de l'extrême droite actuellement autour de ça, notamment par exemple par rapport à l'audiovisuel public, on en parle beaucoup dernièrement. Donc face à cette offensive monstrueuse, il faut préparer la contre-offensive. Et donc il faut connaître nos ennemis. Sans ça, ça va être dur de les battre. Je pense que pour la présidentielle de 2027, il y aura vraiment un taf de fond à faire de la part de la gauche et de la gauche radicale pour proposer un contre-discours à même d'être un peu séduisant quand même. Parce que ce discours-là, le problème, c'est que par un effet de démagogie assez simple, il est assez séduisant, quoi. C'est des gens qui disent ah, alors les Français, on paye beaucoup d'impôts en France, vous êtes pauvres. Ouais, on paye beaucoup d'impôts en France. Ouais. Bah, si vous payez moins d'impôts et que l'État arrêtait de se gaver sur votre gueule, vous seriez plus riche. On arrêterait de vous voler la moitié de l'argent que vous créez en travaillant, mes petits travailleurs français. Donc ce discours-là, il est séduisant chez une bonne partie de la population française qui se dit effectivement, bah, si je payais moins de cotisations et d'impôts, mon salaire augmenterait. Voilà. Alors après, il n'y aura plus de services publics, on devrait tout privatiser, mais ça, ils se gardent de le dire, souvent. C'est très démago, mais ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment, j'ai l'impression. Parce qu'en plus, derrière ce discours anti-impôt, quand on parle de l'extrême droite, il y a évidemment ce discours de l'anti-assistanat. Ces sales assistés qui viennent en France pour gratter les allocs au lieu de travailler comme vous, les bons Français. Plus ça va, plus le discours de Jordan Bardella s'articule aussi autour de ce discours anti-impôt, /anti-assistanat, /anti-immigré. Tout ça participe d'un même fond dégueulasse, quoi. Voilà. Et hyper individualiste, par ailleurs. Donc on va lire cet article de Mediapart qui parle de tout ça, qui revient un petit peu sur les différents, on va dire, figures du mouvement libertarien, on pourrait l'appeler comme ça en France. David Lisnard, Guillaume Kasbarian, Éric Ciotti ou Sarah Knafo. Vous voyez, des gens, Guillaume Kasbarian, ancien ministre de Macron, David Lisnard, ancien de chez LR, Éric Ciotti, ancien de chez LR, allié avec Marine Le Pen, et Sarah Knafo, de chez Reconquête. Donc il y a un peu 50 nuances de droite et d'extrême droite, mais ils ont des figures un peu libertariennes dans ces différentes nuances. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce discours anti-État radical, vraiment, il va de la Macronie jusqu'à ORN, en passant par Reconquête, Ciotti et LR, quoi. Vraiment, ils sont tous un peu en train de se mettre d'accord là-dessus. Et c'est pour ça que moi, j'estime que la convergence entre droite et extrême droite, là, qui arrive à court terme, le discours anti-impôt et anti-fiscalité va être central pour être peut-être le ciment de cette convergence qui est en train de se faire. Donc pour moi, c'est vraiment un sujet extrêmement important. Voilà. Kasbarian, la merde, tout à fait. Donc Kasbarian, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est le mec avec sa grosse moustache de serveur chez Big Fernand qui avait fait la fameuse loi anti-squat. C'était pendant le début du deuxième quinquennat de Macron. Ouais, c'est ça. Elle était passée début 2024. Non, 2023. Non, elle était passée en 2023. Bref, peu importe. Donc c'est la fameuse loi anti-squat qui est en vérité une loi qui facilite les expulsions de locataires en cas d'impayés et ce genre de choses, qui renforce le droit des propriétaires en locatif.
des propriétaires immobiliers tout court, et qui détricote les droits des locataires et des. Voilà, quoi. Voilà. Donc vraiment une loi toute pourrie qui a comme effet de mettre des familles à la rue très concrètement, quoi. Voilà. Donc honte à Guillaume Casbarian. Et là maintenant il est en mode genre ok, je vais devenir libertarien parce que ça a l'air porteur en ce moment. Bref. Mais avant de lire l'article de Mediapart, je voulais vous montrer cet extrait parce qu'il a l'air assez drôle. Et ça, je suis tombé dessus ce matin et ça illustre absolument parfaitement l'article qu'on va lire par la suite. C'est Philippe de Villiers sur CNews qui nous a gratifié d'une petite chronique de merde là. Et il dit littéralement ce qui est expliqué dans l'article. Il faut prendre la tronçonneuse, il faut aller chercher Javier Milei, lui demander comment tu as fait et faire pareil. Il faut faire comme Javier Milei en France. Voilà un discours qui se généralise. Et Philippe de Villiers, qui n'est pas mentionné là dans l'article qu'on va lire, voilà, il a exactement ce même discours, ce gros sac à merde. Donc on va écouter ça. Il faut prendre la tronçonneuse. Voilà ma politique. Ouais, bah t'es obligé de mettre des, il est obligé de mettre des blancs de 17 secondes entre chaque, entre chaque phrase. C'est un peu insupportable quand même. C'est vraiment pour se donner un air grave, quoi. Faut prendre de la tronçonneuse. Voilà ce qu'il faut faire. Faut demander à Javier Milei comment on fait pour la France. J'aime la France, on va mourir à cause des Arabes. Il y a trop d'États. On peut plus entreprendre. Aïe, aïe, aïe. La tronçonneuse. La tronçonneuse. Il faut aller chercher Milei. Il lui dit comment t'as fait. On va faire pareil. C'est très simple. Il y a les recettes, il y a les dépenses. Moi, Parle. Ça va. Lui, un jour, il y a un conseiller en com qui lui a dit faut pas trop dire eux, hein. Vaut mieux marquer un silence que faire eux, hein. Ça fait plus sérieux. Il s'est dit ah ouais, je vais mettre des silences. Ça va, parle. mon principe, c'est celui du bon sens de tous les patrons de PME. Et il y a un patron de PME qui me disait ce matin, en fait, il n'y a qu'une seule politique pour la France, pour redresser la France, c'est moins d'impôts, moins de dépenses. C'est simple. Hein. C'est simple. Bah pourquoi on le fait pas si c'est si simple? Pourquoi tous les droitards qui s'enchaînent au pouvoir depuis 40 ans, ils le font pas? Peut-être que c'est pas si simple. Peut-être qu'en fait, ça marche bien la sécurité sociale. Peut-être qu'en fait, notre modèle économique, avec un taux de prélèvement obligatoire et un taux de prélèvement obligatoire élevé et un taux de dépenses publiques élevé, historiquement, ça a fait ses preuves en France, et que du coup, n'importe quel politicien de droite qui pourtant a le même discours sensiblement que Philippe de Villiers à dire on vit dans une affaire socialiste, il faut tout privatiser, ils le font pas parce que c'est même pas porteur politiquement, parce que les Français sont quand même plutôt attachés à la sécurité sociale, et que de manière générale, malgré toutes les défaillances du système liées à justement à leur politique de déconstruction des services sociaux et d'attaque sur des services publics, pardon, et d'attaque sur les services publics, c'est ça qui fait que ça fonctionne de moins en moins bien. Ça veut dire qu'il y a toujours autant d'impôts en France et l'argent est mal dépensé parce que c'est des libéraux au pouvoir qui préfèrent tout filer en Z aux entreprises plutôt que mettre ça dans l'école et l'hôpital. C'est ça le problème. Mais en vérité, le français moyen, bon, il sait que la France, c'est un peu comme ça. Certes, il y a beaucoup d'impôts et beaucoup de dépenses publiques, mais ça a très bien fonctionné pendant des décennies, quoi. Moins d'impôts, moins de dépenses. Voilà. Et on a aujourd'hui le record du monde des prélèvements. Moi, je m'en souviens quand j'étais... Let's go! Record du monde! Champion du monde! Bravo. Moi, ça me rend fier. Ça me rend fier. Vous savez pourquoi? Parce que dire que la France est championne du monde à prélèvement obligatoire, on est les premiers. Ça veut dire qu'en fait, on est peut-être le pays au monde qui a extirpé de l'économie de marché le plus de pans de l'économie différents. C'est ça que ça veut dire en fait. C'est exactement la même chose, dire il y a beaucoup d'impôts et de dépenses publiques, ça veut dire qu'il y a des parties entières de l'économie qui, au lieu d'être soumises à l'économie de marché, aux investisseurs privés, ça passe par l'État ou par la sécurité sociale pour en fait sortir ça du marché et avoir une approche plus collective via l'État. C'est ça que ça veut dire en fait. S'il y a beaucoup d'impôts et beaucoup de dépenses publiques, ça veut dire que l'école est publique. Ça veut dire que la retraite passe par la question des retraites est prise par un angle collectif via la sécurité sociale. C'est-à-dire que les soins sont remboursés dans ce pays. Les soins, en partie, ont été enlevés de l'économie de marché pour être un peu sanctuarisés de manière collective à travers la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on a l'hôpital public. C'est ça que ça veut dire. Si on a beaucoup d'impôts et beaucoup de dépenses publiques, c'est ça que ça signifie. Et rien d'autre. Donc dire la France, on a le pays d'impôts le plus élevé au monde, ça veut dire la France, on a le pays où il y a le plus de pans d'économie, enfin où il y a le plus d'activités économiques hors de l'économie de marché. Socialisé. Alors après, socialisé, ça dépend de... Quand c'est Macron à la tête de l'État, au final, c'est pas si socialisé que ça, quoi. Voilà. Mais donc c'est bien. Moi, je m'en réjouis. Je pense que dans un monde idéal,
Enfin, dans un monde idéal, si on sort pas du mode de production capitaliste, il faudrait encore plus d'impôts et encore plus de dépenses publiques. Ça serait encore mieux. Il faut pas hésiter à le dire, en fait, je pense. Là, il y aurait un truc un peu de bataille culturelle dans ce sens-là, quoi. Ils rabâchent ça toute la journée en face, on peut pas juste dire oui, mais gna 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 gna. Il faudrait carrément assumer, vraiment arriver avec ses gros sabots et dire mais non, mais c'est bien les impôts, en fait. C'est bien les impôts si l'argent des impôts, on en fait un truc bien. L'écrasante majorité des Français aurait intérêt à ce que le taux de prélèvement obligatoire continue d'augmenter, en fait. Parce que derrière, ça leur ferait plus de droits, ça ferait plus de services publics, ça ferait plus de choses qu'ils n'ont pas à payer, entre guillemets. Ça ferait un monde plus égalitaire et collectivement mieux organisé, quoi. Voilà. Dire c'est bien le service public. Il faudrait plus de dépenses publiques. Et si on veut plus de dépenses publiques, ben, il faut plus d'impôts. Il faut juste que l'impôt soit juste, que ça soit pas les petits qui payent pour tout le monde pendant que les gros s'en échappent. Il faut que l'argent soit bien dépensé au sens, soit vraiment mis dans des services publics, au service du plus grand nombre, au lieu de tenter de faire des politiques pro-business et laisser le pouvoir en termes d'emploi et de travail dans les mains de la classe capitaliste, quoi. C'est ça qu'il faudrait dire, quoi. Voilà. Quand tu payes 1000 euros par mois une assurance privée aux USA, c'est pas un prélèvement obligatoire. Bah non, c'est pas obligatoire, tu peux choisir de mourir, en fait, à la place. Et puis des prélèvements obligatoires qui ne sont pas publics, qui ne sont pas sous forme d'impôt, il y en a. Hein. Si tu habites dans une maison, par exemple, tu habites dans une maison, tu es propriétaire de ton petit pavillon, parce que tu travailles et que tu t'es endetté auprès d'une banque pendant 25 ans pour tenter de faire un petit patrimoine et pouvoir éventuellement le léguer à ta famille. C'est la réalité de beaucoup de Français. Je parle de travailleurs, hein, pas de bourgeois, vous voyez. Bah, des gens qui sont endettés pour 25 ans pour s'acheter un logement et qui ont une voiture, et qui sont obligés d'avoir une voiture pour aller travailler, et ben ils sont obligés légalement de souscrire à une assurance auto et de souscrire à une assurance habitation. Enfin, une assurance habitation, il n'y a même pas besoin d'être propriétaire, en fait. Je retire ce que j'ai dit, je sais pas pourquoi je parlais des propriétaires. À partir du moment où tu habites quelque part et que tu as un véhicule, ce qui est le cas de quand même énormément de Français, et surtout, t'as pas le choix. Hein. Quand t'habites pas en ville, ne serait-ce que pour le travail, t'es obligé d'avoir un véhicule, quoi. Et ben t'es obligé d'avoir une assurance habitation, légalement, et t'es obligé d'avoir une assurance une assurance habitation. C'est pas des prélèvements obligatoires, ça. Du point de vue d'un Français, c'est obligatoire. Que tu sois obligé de lâcher 30 euros par mois à une assurance habitation privée ou de lâcher 30 euros par mois à une, je sais pas, on pourrait, si les assurances habitation passaient par la sécurité sociale, par exemple, bah, tu paierais 30 euros sous forme de cotisation sociale pour faire l'assurance de ton logement. Qu'est-ce que ça change pour le Français? Ça reste obligatoire. Mais voilà, mais d'un point de vue macroéconomique, ce n'est pas considéré comme un prélèvement obligatoire. Non, 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 parce que c'est privé, donc ça va. Donc c'est pour ça cette séparation stricte entre public-privé, quand on parle d'impôts, de prélèvements obligatoires, justement, c'est complètement con. C'est vraiment complètement con. Le record du monde des prélèvements, moi je m'en souviens quand j'étais jeune, c'était 30%. Vous vous rendez compte en 1900, les prélèvements en France étaient de 10%. Mais en 1900, de quoi tu parles, frérot? Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de prélèvement en 1900. Il n'y avait aucune forme d'impôt sur... Il n'y avait pas la TVA. Il n'y avait pas l'impôt sur le revenu. Il n'y avait pas de cotisation sociale puisqu'il n'y avait pas la sécurité sociale. Il n'y avait pas les congés payés. Il n'y avait pas de droit du travail en 1900, gros bouffon. C'était quoi les droits des travailleurs en 1900, abruti? Les enfants, ils travaillaient dans des mines. Non mais de quoi il parle, ce bâtard, là? Et après, Oh, c'était quand même mieux en 1900. Quand il n'y avait pas de droit, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas l'électricité. Ah oui, ok, d'accord. Non mais qu'est-ce qu'il raconte, quoi? En 1900, ah ouais, super. on a fait l'impôt sur le revenu en 1914 et ça s'est emballé. C'est emballé à partir de 1914. Ah, le réactionnaire. Oui, effectivement, l'impôt sur le revenu, c'est en 1914. C'est la gauche, peut-être, qui a fait l'impôt sur le revenu, monsieur? Le mec qui a fait l'impôt sur le revenu, c'est un mec qui voulait qu'il n'y ait pas de déficit. Il s'appelait Joseph Cailleux. C'était pas un mec de gauche, hein. C'est un mec plutôt de centre-droite. S'il a fait l'impôt sur le revenu, c'était pas pour faire de la redistribution. Il n'y avait pas du tout cette idée de redistribution quand l'impôt sur le revenu a été voté à l'Assemblée nationale. Quand l'impôt sur le revenu a été voté à l'Assemblée nationale, l'idée, c'était « Oh là là, l'État dépense plus que ce qu'il ne récolte en impôts. On aimerait être à l'équilibre budgétaire. » C'était par orthodoxie budgétaire que l'impôt sur le revenu a été introduit. C'est pas pour faire de la redistribution. Il n'y avait pas cette idée-là au moment de l'impôt sur le revenu. C'est en mode genre, attendez, si on fait un impôt progressif, où plus tu gagnes, plus tu donnes à l'État, ça fait qu'il y a plein d'argent qui arrive dans l'État, et on pourra ne pas avoir de déficit à la fin de l'année. Et c'est pour ça qu'on a fait l'impôt sur le revenu. C'est pas pour redistribuer ou je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais l'État n'est pas fait pour étouffer la société, pour l'absorber par phagocytose. L'État doit servir la société. Phagocytose. Et donc là, on est dans une situation, on a le record du monde des prélèvements, le record du monde de la dette et le record de la dépense On publique. n'a pas le record du monde de la dette, c'est faux. Alors, on a le record du monde des prélèvements obligatoires et de la dépense publique en termes de points de PIB, mais on n'a pas le record du monde de la dette. C'est total. Alors ça, c'est littéralement faux, de A à Z. Et justement, pour revenir à Joseph Cailleux et l'impôt sur le revenu, c'est justement pour réduire le déficit en fait qu'ils ont changé la fiscalité. C'est complètement con. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas réduire les impôts et réduire la dette et machin bidule, genre. C'est ça la dette, en dette cumulée.
Les USA ont bien plus de dettes que la France, ouais. Et même leurs taux d'intérêt sur les marchés financiers, ils sont plus élevés. Donc c'est pour ça, au bout d'un moment, ils utilisent des trucs, ils utilisent ce qui les arrange. Hein. Vraiment, ça n'a aucun sens. Merci Pitchet Twix. Merci beaucoup pour les 5 subs, pour les traditionnels 5 subs offerts à la communauté. Let's go. Merci. 57% du PIB. Donc la tronçonneuse, ça veut dire quoi? Ça veut dire on baisse tous les impôts, on fait revenir les prélèvements à 30%. Pour que les... 30%. Même aux États-Unis, ils sont pas à 30%. Attends, les taux de prélèvement obligatoire, je crois qu'ils sont à un peu plus de 30%. Ça, quand ils disent ça, c'est lunaire, ça n'a pas de sens. Le monde a changé depuis 1900. Bouffon, va. Attendez. Taux de prélèvement obligatoire USA. C'est où? Ah non, c'est un peu en dessous, je crois. Non, j'ai rien dit. Pardon. Prélèvement obligatoire. Total et prélèvement obligatoire en pourcent du PIB dans quelques pays de l'OCDE. Non, c'est à 27% aux États-Unis. J'ai rien dit. En France, on a 46,2%. Ce qui est pareil que le Danemark en soi. Hein. Voilà. Ou la Suède. Non, j'ai rien dit, c'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est plus sur des pays comme. Y a pas les Pays-Bas là-dedans? Voilà. C'est juste qu'en fait, t'as plusieurs modèles différents. Nous, on a 46 en France. En 2017, je parle. En 2017. Et on était à 46 en 2017. Là, on est sensiblement à peu près au même niveau. Bah, en Suède, ils sont à 44. Au Danemark, ils sont à 46, pareil que la France, en fait. En Italie, ils sont à 42. Ça dépend juste des modèles économiques. C'est pas mieux ou moins bien, c'est des choix de société, quoi. Au Mexique, ils sont à 16,2. Ce qui est beaucoup moins qu'aux États-Unis. 16,2, c'est que dalle. Donc ça voudrait dire que le Mexique, c'est mieux que les États-Unis d'un point de vue économique, selon De Villiers? Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a aucun sens, ce discours. Les créateurs de valeur ajoutée respirent à nouveau et qu'on forme des générations de créateurs. De créateurs. Moi, je suis créateur. Je suis créateur de contenu, moi. Ok? Bon, je paye mes impôts et j'arrête de me plaindre comme une grosse victime, quoi. Ça va, t'as pas assez de thunes? Le mec, c'est un entrepreneur à succès. Il se fait des millions et des millions d'euros de chiffre d'affaires tous les ans avec son parc de merde du Puy du Fou, là. Et il se plaint qu'il dit, on peut pas créer en France. Bah, toi, t'as pu créer en France, bouffon, va. De quoi tu parles? Ça va, ils sont en mode, regardez nos bons entrepreneurs du canon français. Après, ils sont en mode, on peut pas entreprendre en France. Vous êtes des victimes. La vérité, c'est que vous êtes des victimes. Si vous n'arrivez pas à entreprendre parce qu'on paye trop d'impôts, c'est que vous êtes des mauvais entrepreneurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah là là. Vraiment, c'est fatigant. Hein. C'est vraiment fatigant. Signo, c'est vraiment des piliers de bar du fin fond de la Vendée. Oui. Skilly Chiou, hein. Vraiment. Et surtout que quand tu regardes la France, eux, ils sont nostalgiques avant, ça marchait, c'est mieux. Dans les années 70 et 80, la France était au top, au firmament. On avait déjà des taux de prélèvement obligatoires plus élevés que les autres pays de l'OCDE. Et l'augmentation des taux de prélèvement obligatoires, ça a été le cas dans tous les pays de l'OCDE. Quand tu regardes, des pays qui là actuellement sont à 35% en point de PIB de prélèvement obligatoire. Bah, il y a 50 ans, ils étaient en dessous de ça. En fait, tout le monde a augmenté. Et en France, dans les années 70-80, on était déjà tout en haut des gens en termes de taux de prélèvement obligatoire. Parce qu'on avait déjà la sécurité sociale et ce genre de choses, en fait. Donc c'est pour ça. Ils sont nostalgiques de l'époque de De Gaulle. Ah, mais selon leurs propres critères, c'était déjà un enfer fiscal, un enfer socialiste à l'époque de De Gaulle. Ils avaient le même discours de merde à l'époque où ils estiment que c'était la période dorée de la France. Ça, c'est des bouffons. En dernière instance, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Soit c'est des espèces de gros riches qui veulent être encore plus riches, soit c'est des gens un peu débiles qui se bavent dessus et qui sont en mode genre on paye trop d'impôts et qui sont les idiots utiles des riches qui veulent se faire plus d'argent. Voilà, c'est juste ça le camp des libertariens. Ça ne va pas plus loin que ça. Ça ne va pas plus loin que ça. C'est des gens qui ont une vision hyper individualiste de la société. Ils sont en mode genre oh, je pourrais gagner encore plus si les autres étaient plus pauvres. Pourquoi je peux pas le faire? À cause de l'État qui me vole? Bah oui, à cause de l'État qui te vole et l'État va continuer à te voler. Pauvre con, va. Bref, allez, on va lire l'article. Voilà. Hein. De toute façon, quand tu grattes un peu les espèces d'ultra-libéraux qui se plaignent, les Nicolas qui paye et compagnie qui se plaignent de leurs impôts toute la journée, souvent c'est des gens qui ont de la thune. Hein. C'est pas les plus à plaindre et c'est ceux qui se plaignent le plus. Hein. Voilà. Là, il y a un blaireau sur Twitter qui s'appelle Dindon Fiscal. Il est vraiment en mode genre l'État me vole le fruit de mon travail, c'est honteux, hein, mais vraiment c'est une putain de honte. Hein. On vit dans un enfer fiscal, hein, regardez comme les Français se font plumer. Ce mec là, il y a pas longtemps, il s'est acheté une Rolex à 28 500 €. Et après, il dit bah quoi, j'ai pas le droit de m'acheter une Rolex à 28 500 €, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Oui, tu fais ce que tu veux, mais si t'as la thune pour t'acheter une Rolex à 28 500 € et qu'à côté de ça, tu passes tous les jours que Dieu fait à te plaindre que tu te fais voler ton argent par l'État, bah ça fait de toi une victime, une pauvre victime absolument ridicule qui est là en train de faire ouin 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 alors que t'es déjà plein de pognon, quoi. Les gens qui sont riches et qui se plaignent, mais vraiment, mais
Allô? Vous êtes des putains de victimes. Si vous avez du pognon, vous plaignez pas, quoi. Vaut mieux être un riche hypocrite qui se plaint pour les autres plutôt que se plaindre pour soi-même alors qu'on n'est pas à plaindre. C'est ridicule, quoi. C'est vraiment ridicule. Voilà. Donc fermez vos gueules, payez vos impôts, les riches, et puis arrêtez de vous plaindre, quoi. Oh là là, vraiment, vous êtes des vicos. Parce que vous voyez des petits Français qui galèrent, des Français travailleurs qui galèrent pour de vrai et qui voient toutes les taxes sur l'essence et qui pètent un câble en mode genre mais comment ça se fait, moi je galère à faire mon plein, plus de la moitié du prix c'est des taxes pour l'État, pourquoi ils baissent pas les taxes ces enfoirés, je suis pauvre à cause d'eux. Des gens qui se disent ça, quand c'est affect un peu anti-impôt par rapport aux taxes sur l'essence parce que ils galèrent dans la vie. Bah oui, c'est largement compréhensible. Alors après, est-ce qu'ils sont un peu bouffés le crâne aussi par un discours dominant anti-impôt, etc., etc. Certes, je veux dire, quand il y a cette espèce de grogne anti-impôt pour ces raisons-là, ok, je comprends. Je comprends. En tout cas, on peut travailler à partir de cet affect, ce qui est tout à fait légitime. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand c'est des riches, allez vous faire foutre normalement. Arrêtez de vous victimiser, vous êtes ridicule, quoi. C'était 8 500 €. Non, 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 non. 8 500 €, c'était Lacompte qu'il a versé au marchand de Rolex. Et après, il l'a dit, hein, la montre, c'est une Daytona acier blanc à 29 000 €. C'était juste Lacompte. Oui. Bref, peu importe. De toute façon, ces gens-là sont des imbéciles. Allez, on va lire l'article du coup, c'est parti. Comment le courant libertarien veut peser sur la présidentielle de 2027. De David Lisnard à Guillaume Kasbarian, en passant par Éric Ciotti ou Sarah Knafo, bon, on pourrait rajouter Philippe de Villiers, vraisemblablement, des figures de droite et d'extrême droite s'emparent du nouveau libéralisme promu par Elon Musk et Javier Milei. Encore minoritaires, ces initiatives infusent dans les partis, qui radicalisent leur discours anti-étatiste. Ah, je suis désolé, je suis un peu enrhumé. Candidat du petit parti démocratie libérale à la présidentielle de 2002, Alain Madelin, fervent partisan de la révolution conservatrice de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan, assumait être un agitateur d'idées. Construire une nouvelle France compétitive passait, pour l'ancien ministre des Finances de Jacques Chirac, par une réforme en profondeur de l'État et par l'allègement du droit de travail pour, je cite, faciliter la vie de celles et ceux qui entreprennent. Alors, quand tu allèges le droit du travail, certes, tu facilites la vie de celles et ceux qui entreprennent, comprendre les patrons. Parce que si tu es auto-entrepreneur, etc., et que tu n'as pas d'employé, que tu n'es pas patron, tu t'en bats les couilles du droit du travail. Moi, je suis entrepreneur. D'accord? Moi, je suis entrepreneur. Je travaille à mon compte, j'ai pas les congés payés. Moi, je fais mon chiffre d'affaires à la main. D'accord? Moi, je suis pas un assisté. Je touche pas d'argent public. Je suis pas un fonctionnaire ni même un salarié. Je suis entrepreneur, je peux le dire. Mais je suis micro-entrepreneur, je suis en auto-entreprise. Vous voyez? Donc, j'ai pas de salarié. Le droit du travail, ça ne me concerne pas en réalité. Je suis pas soumis au droit du travail. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque j'ai pas de salarié, dans tous les cas. Je suis pas une entreprise à proprement parler. Je fais un peu ce que je veux, quoi. Vous voyez? Donc quand on parle de l'allègement du droit du travail pour faciliter la vie de celles et ceux qui entreprennent, déjà vous enlevez les auto-entrepreneurs. Ça veut pas dire ceux qui sont à leur compte ou quoi que ce soit, hein. On peut très bien entreprendre sans avoir de salariés. Non, non, non. Là, dans la bouche à la main de l'un, celles et ceux qui entreprennent, c'est ceux qui ont des salariés. Sans ça, ils parleraient pas d'allègement du droit du travail. Donc effectivement, si tu allèges le droit du travail, ça facilite la vie des patrons, mais ça complique la vie des salariés. Parce qu'ils ont moins de droits. Ça me paraît assez évident. Bref. C'était une candidature d'idées. Je n'ai jamais prétendu être président de la République, relate aujourd'hui celui qui voyait dans l'intégration européenne une assurance vie contre le socialisme et avait obtenu 3,91% des suffrages exprimés. 25 ans plus tard, Alain Madelin, âgé de 80 ans, savoure ce qu'il appelle un kairos des libéraux. Une opportunité qui n'est pas près de repasser et qu'il faut saisir au passage. Un moment exceptionnel, comme je n'en avais jamais vécu dans ma vie politique, explique-t-il à Mediapart. Donc t'as quand même des gens au crépuscule de leur vie, à 80 ans, c'est les petits vieux, ils sont là, oh je suis vieux. Ils voient Guillaume Kasbarian, Éric Ciotti, David Lisnard, Javier Milei, Elon Musk, Sarah Knafo, ils ont des étoiles dans les yeux. Ils se sont dit, j'ai rêvé de ce moment toute ma vie. J'ai rêvé de Guillaume Kasbarian et David Lisnard toute ma vie. Ils me rendent heureux sur mon lit de mort. J'aurai le sourire sur mon lit de mort en pensant à Guillaume Kasbarian. Ah! Chacun ses rêves. Hein. Ah ouais, vraiment, il y a des gens étranges. Hein. Il y a des gens étranges. Hein. Bon, voilà. Bref. C'est quoi Kairos? Je sais pas, ça veut dire quoi un Kairos des libéraux? Je sais pas quoi exactement. Edoui X Marine Le Pen, c'est vrai que c'était une invitation d'Edoui Plenel mélangée avec une invitation de Marine Le Pen. C'est vrai, c'est vrai. Bon, allez, bref, on continue. À 1 an de la présidentielle, la profusion d'initiatives politiques qui se réclament d'un nouveau libéralisme, entre guillemets, manière pudique de nommer la tendance libertarienne, en témoigne. En avril, l'ancien ministre du Logement Guillaume Kasbarian a lancé le Parti de la Liberté, qui revendique un libéralisme intégral.
le maire de Cannes, David Lisnard, a déclaré sa candidature à la présidentielle avec son mouvement Nouvelle Énergie, en s'inspirant explicitement du président argentin Javier Milei, libertarien affirmé, même s'il est toujours plus néolibéral. Alors pourquoi il dit qu'il est toujours plus néolibéral? La différence entre libéral classique, on va dire, et néolibéral, c'est pour ça en fait. Moi, parfois il y a des gens de gauche qui disent Macron est un ultra-libéral. Moi je trouve que c'est faux de dire ça. Il faut pas dire Macron est un ultra-libéral. Parce qu'après il y a les libéraux, les libertariens qui sont en mode genre vous êtes trop con les gauchistes, et ça leur donne un argument. Parce que Macron n'est pas un ultra-libéral. Macron est un néolibéral justement. Alors après néolibéral ça veut un peu tout et rien dire. La définition nous qu'on a à gauche du néolibéralisme, sur le volet économique en tout cas, c'est de dire le néolibéralisme c'est l'État est central dans l'économie. Là où des libéraux classiques ou des ultralibéraux, ils sont pour le moins d'État possible. Ils sont pour le plus de liberté pour les entreprises et donc le moins d'État possible. Il faut que l'État soit le moins investi économiquement possible. L'État, il est là pour l'armée, il est là pour la justice, il est là pour la police, ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, et c'est tout. Voilà, tout le reste, c'est le marché qui décide, avec le moins de droits du travail possible, le moins de régulation possible. Ça, c'est l'ultralibéralisme, vous voyez? Ou le libéralisme classique, on va dire. Le néolibéralisme, c'est pas ça. L'État a quand même un rôle central en économie, mais ce rôle-là, il n'est pas au service de la redistribution, pour faire des services publics, au service du peuple et des travailleurs. Cet État-là, au contraire, il se met au service de la classe capitaliste, du patronat, des grandes entreprises pour garantir leurs bénéfices. Mais l'État reste quand même central. Ça reste un État fort économiquement. Ça, c'est plutôt le néolibéralisme. Vous voyez? Et donc Macron, c'est un néolibéral. C'est pour ça qu'on se retrouve à avoir des rapports sénatoriaux en mode 211 milliards d'aides aux entreprises tous les ans. Et qu'on a des postes de dépenses gigantesques. Alors, c'est plus des manques à gagner que des dépenses, mais ça revient au même. Parce qu'en fait, on met le capitalisme français sous perfusion d'argent public et l'État a ce rôle-là de garantir à la classe capitaliste de pouvoir préserver leurs bénéfices et même continuer à les augmenter. Et ça, c'est le modèle néolibéral. Le modèle ultralibéral, c'est pas ça, c'est le moins d'État possible. Ok? C'est pour ça que Macron est un néolibéral et pas un ultralibéral. Et c'est pour ça que ces fameux ultralibéraux / libertariens, ils sont anti-Macron et disent non, de toute façon, on n'a eu que des socialistes en France. On n'a eu que des socialistes en France depuis 70 ans. Parce que oui, là, les libéraux actuels, et ça c'est à peu près depuis les années 90, ils sont néolibéraux. Et c'est pour ça que les taux de prélèvement obligatoire continuent d'augmenter alors qu'on a des droitards au pouvoir. Mais en fait, dès que tu comprends ce que ça veut dire que néolibéralisme, tu comprends ce truc-là. Donc c'est pour ça que tous ces soi-disant libéraux, là, tous ces connards-là, qui sont en mode genre « Macron est socialiste !» Vous connaissez moins bien le libéralisme que moi, un sale gauchiste antilibéral. De quoi vous parlez? C'est juste que Macron n'est pas socialiste, il est néolibéral. Voilà. Soit ils le savent et ils font semblant, soit c'est des abrutis. Moi, je pense que c'est les deux en même temps. Voilà. C'est un mélange de je suis abruti et en même temps je fais semblant de pas comprendre. Je me vautre dans ma bêtise et je continue à être dans ma bêtise exprès. Pour moi, c'est un acte politique fort d'être con. Voilà. Bref. Et donc pourquoi là, Mediapart, ils disent Javier Milei, libertarien affirmé et toujours plus néolibéral? C'est parce qu'en fait, là, il peut plus se passer de l'argent public américain, là, des dizaines de milliards de dollars que Trump lui file. Sans ça, l'économie argentine s'écroule, quoi. Et donc, au final, le capitalisme argentin, malgré les promesses libertariennes de Javier Milei, vit grâce à l'argent public du contribuable américain. Et donc ça, c'est plus le modèle néolibéral que le modèle ultralibéral. Voilà. Néo ou ordolibéral Macron? Alors ordolibéralisme, c'est encore un truc un peu différent. Et le néolibéralisme et l'ordolibéralisme sont pas forcément contradictoires. Hein. L'ordolibéralisme, c'est un terme qui est un peu moins connu, mais c'est un peu le libéralisme économique à l'allemande. Où vraiment tu as un cadre très précis, où il faut respecter des critères très précis, et c'est en respectant ce cadre que les choses pourront bien se faire. Si je dis pas de bêtises. Je connais assez mal l'ordolibéralisme. Mais oui, voilà, c'est un truc comme ça, John Alb. Et donc, c'est vraiment le truc à l'allemande. Et donc, du coup, en fait, le néolibéralisme peut être compatible avec une forme d'ordolibéralisme. On dit souvent que l'ordolibéralisme, c'est un peu le libéralisme qui est imposé par l'Union européenne. Voilà. Il y a un cadre très précis que les pays membres de l'Union européenne sont censés respecter. Et donc, ça, c'est un peu plus ça le principe de l'ordolibéralisme à l'allemande, quoi. Mais en fait, on peut être néolibéral tout en étant dans une forme d'ordolibéralisme, de ce que j'ai cru comprendre. Les deux sont pas forcément contradictoires. Après, je vous avoue que ordolibéralisme, c'est pas un terme que je connais très très bien, quoi. Mais voilà, en tout cas, cette dichotomie, on va dire, cette opposition entre néolibéralisme d'un côté, l'État reste central économiquement, mais est au service de la classe capitalisme, de l'économie de marché, des entreprises et du patronat et de la bourgeoisie capitaliste, versus le modèle ultralibéral où c'est le moins d'État possible, le laisser faire, toujours dans l'intérêt de la classe capitaliste aussi. Voilà, déjà d'avoir un peu ces deux visions qui s'opposent là, ça permet déjà de bien comprendre. Et voilà, si après on veut parler économique avec des droitards, ça donne un peu de l'eau à nos moulins, ça donne un peu des arguments. C'est pas mal comme petite rule of thumb d'avoir ça, ultralibéralisme versus néolibéralisme. Voilà, c'est un peu, si je peux faire un peu de vulgarisation économique à mon petit niveau, je vous dirais retenez ça là. Si vous saviez pas ça et que vous venez d'apprendre un truc, retenez-le, c'est assez intéressant. Voilà, bref, allez, on continue. Donc oui, libertarien affirmé, tatati tatata.
Éric Ciotti, à la tête de l'Union des droites pour la République, la fameuse UDR, donc le parti satellite du RN finalement, s'est inscrit dans les pas de ce même courant politique en espérant y convertir le Rassemblement national, auquel il est allié. Alors que le libertarianisme était relégué aux marges, Éric Zemmour a ouvert, en 2022, la voie à cette extrême droite qui mêle un discours anti-étatiste à un racisme profond, renouant avec la tradition du darwinisme social. Tout à fait, le darwinisme social, c'est un truc qui est vraiment au cœur de l'idéologie d'extrême droite. C'est la loi du plus fort, la sélection naturelle, mais appliquée à la société humaine. Alors que normalement, le darwinisme, c'est interespèce, et sur des temps extrêmement longs. De dire, voilà, c'est comme ça que les différentes espèces évoluent, par la sélection naturelle. C'est-à-dire que s'il y a des mutations génétiques qui aboutissent sur des nouveaux caractères phénotypiques, par hasard, ces choses-là se font par hasard, et parfois, par hasard, il se trouve qu'au sein d'une espèce, certains qui ont eu la mutation, du coup, sont plus adaptés à l'environnement que ceux qui n'ont pas eu la mutation, et donc ça veut dire que ils survivent mieux que ceux qui n'ont pas eu cette mutation-là, et c'est comme ça que les espèces, petit à petit, évoluent, et finissent par se séparer, etc., etc. C'est ça le principe du darwinisme, c'est ça le principe du survival of the fittest. Tu ne peux pas appliquer le darwinisme à une seule espèce, sur le temps court. Ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Donc parler de darwinisme social, comme quoi ça serait la loi du plus fort, comme quoi ça serait la sélection naturelle à l'échelle d'une société humaine sur un temps court, c'est complètement con et c'est une idéologie de mort finalement, quoi. Voilà. Bref. Désormais, alors que la puissance publique fait de plus en plus l'objet d'une légitime défiance, étudiée par le sociologue Alexis Spire, les vannes sont ouvertes. Ok. C'est quoi ce truc-là? Légitime défiance étudiée par le sociologue Alexis Spire. Ça m'intéresse, ça? C'est quoi cette histoire? Pourquoi on ne croit plus à l'État? Il date de quand l'article? D'un mois? Ça a l'air bien. Le sociologue Alexis Spire étudie dans son nouveau livre Légitime défiance, les raisons, les modalités et les inégalités de l'accentuation de la crise de confiance envers les institutions communes. Mais c'est hyper intéressant. Mais il faut que je lise l'article. Je sais pas si je vais le lire en live, mais ça, faut que je le lise, ça. Ça, pour moi, ce genre de truc, tu vas avoir des armes pour combattre l'extrême droite. Là, dans l'avenir proche et dans l'avenir un peu plus lointain, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller à fond. Moi, j'ai peut-être mon biais, etc., etc. Je sais pas. Mais pour moi, ces sujets-là, la défiance de l'État, le discours anti-impôt, etc., etc., pour moi, ça doit être central dans notre positionnement politique. Sans ça, on va se faire baiser. Il y a vraiment très, très fortement besoin d'un contre-discours efficace et qu'on s'organise collectivement pour essayer d'aller à l'assaut de nos adversaires sur la base d'un contre-discours. Si on fait pas ça, on est mort. Parce que eux, ils ont un discours qui est très très bien rodé et qui est très porteur. Parce qu'il y a tout un tas d'affects, justement, qui fait que c'est. Comment dire? C'est bien reçu par une bonne partie de la population, quoi. Voilà. Vous voyez? Bardella, quand il dit l'État se gave sur vos dos. Le prix de l'essence a explosé à cause de ces gauchistes qui vous taxent. Avec nous, il y aura moins de taxes. L'État vous vole. Il y a une efficacité, hélas, il y a une efficacité redoutable à ce discours. Et si on n'arrive pas à avoir un contre-discours qui est tout aussi efficace et qui arrive à nous rendre désirables, comme eux ils sont en train de le faire, on est baisé à court terme et probablement à moyen et long terme aussi, quoi. C'est le cœur du sujet, c'est un des cœurs du sujet, parce qu'il y a d'autres cœurs du sujet, le racisme notamment. Voilà. Vous voyez, mais pour moi, c'est essentiel. C'est essentiel de préparer une contre-offensive, parce que là, il y a une offensive massive et elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle fonctionne. Voilà, quoi. Et donc, c'est pour ça, là, c'est toute légitime défiance. Pourquoi on ne croit plus à l'État? Ça, c'est le genre de truc, il faut que je taffe ça. Faut que je taffe ça, vraiment. C'est important. Bref. Ok. On le lira peut-être une autre fois. En début de live, comme ça. Ouais. Vous savez quoi? Je vais le mettre d'ores et déjà de côté. Dans mes trucs à regarder. Ça m'intéresse fortement. Ok. Allez, on reprend l'article. Donc cet essor anti-impôt, du coup, a pris de court le parti libertarien, gardien du dogme en France. Il y a un parti libertarien en France? Unissons nos forces au lieu de diviser dans le camp libertarien, a-t-il récemment exhorté sur le réseau social X, anciennement Twitter, à l'adresse de Guillaume Casbarian. Le philosophe Gaspard Koenig, qui avait tenté d'incarner l'offre libérale en 2022, il avait échoué à rassembler les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à la présidentielle, confie pour sa part être dépassé par cette surenchère droitière, dans une famille politique aux 1000 nuances. Depuis plusieurs années, il n'utilise même plus le terme libéral, qu'il juge déformé, maltraité, pollué, explique-t-il à Mediapart. Citation. Je vois bien que ce mot est réapproprié par une nébuleuse d'extrême droite et de droite radicale, et ça me désole. L'école de pensée de Murray Rothbard, un libertarien très radical et conservateur des années 1980, est en train de l'emporter sur la tradition libérale classique. Ok, intéressant. Dans sa vision, la propriété privée est un droit illimité. C'est la marchandisation de tout, sans pensée morale ou sociale, ni prise en compte de la crise écologique. Le mouvement français est une pâle copie de cette pulsion libertarienne de Musk et Millet. Détaille l'auteur de notre vagabond de liberté. Ok. Donc il y a des espèces de libéraux classiques
qui sont en mode les nouveaux libéraux là, les nouveaux libéraux entre guillemets libertariens, c'est des gros bouffons. Vous savez quoi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que en vrai, moi je suis un anti-libéral, etc., etc. Moi de base je suis communiste. Voilà, je vous le redis au cas où. Donc moi le libéralisme économique, c'est un adversaire et depuis le début, même dans ma politisation, il y a toujours eu ce truc, le libéralisme économique, l'économie de marché, etc., etc. C'est un peu le cœur du problème. Vous voyez, c'est comme ça que je me suis toujours politisé. Mais ceci étant dit, le libéralisme économique, c'est quand même une doctrine hyper importante dans l'histoire, et ce depuis des siècles. Donc malgré ça, malgré le fait que moi j'exècre le libéralisme économique, je sais que de base, il y a des libéraux sérieux un peu. Vous voyez, il y a des gens qui sont quand même premier degré, des libéraux économiquement, et qui ont des raisons de l'être, entre guillemets, en tout cas qui ont tout un corpus de textes. C'est une idéologie qui se tient. Il y a des gens sérieux qui ont étudié la question. C'est pas juste un gros tas de bouffons. Vous voyez, quand on s'intéresse un peu à l'économie et à l'histoire de l'économie, il y a eu tout un tas de libéraux qui sont à minima sérieux. Ok, c'est des visions qui s'affrontent, libérales, antilibérales. Mais je veux dire, la vision libérale, à l'origine, elle a une certaine cohérence. Moi, je suis contre, mais elle a une certaine cohérence. Et il y a tout un tas de gens qui sont sérieux là-dedans, quoi. Donc je me dis, il doit bien y avoir des libéraux sérieux qui là voient ce spectacle pathétique des David Lisnard et compagnie qui copient le très pathétique et ridicule Javier Milei et qui sont en mode not in my name, moi qui suis un vrai libéral, ces gens-là sont des bouffons. C'est un truc que je me dis depuis un moment. Je me dis, mais attendez, c'est pas possible que tous les libéraux soient bêtes à ce point, bêtes à manger du foin à ce point. Et ben vraisemblablement, j'avais raison, parce qu'il y a des libéraux qui se disent, eux, libéraux classiques, qui conchient finalement les Musk, Milei, les David Lisnard et qui trouvent que ces gens-là sont un gros tas de bouffons. Voilà, donc soutien critique à Gaspard Koenig, ça veut dire soutien très critique. J'avoue, je connais pas trop Gaspard Koenig. Vous le connaissez un peu? Ah, c'est lui! C'est lui! Ok, je me souviens plus d'où je le connais. Il prend le libéralisme classique. Ouais, c'est pas un camarade, ça c'est clair. Hein. Il est des fois sur C'est ce soir? Oui, au moins il est pas raciste. Ah, ok, il est moins raciste que ses cousins de droite. Cabinet de Christine Lagarde, ouais. Ok, il poursuit ses activités d'enseignant. Engagement politique et sociétaux. Parti libéral-démocrate. Il publie à l'occasion de l'élection présidentielle une tribune de soutien à Emmanuel Macron. Ouais. Génération libre. Invité au meeting de ELV, sérieux? Il fait genre d'être antiraciste. Bon. On va dire que c'est le haut du panier chez les libéraux. Mais que ça en fait pas un camarade pour autant. Bon, je sais pas trop. Mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, effectivement, il y a des libéraux classiques qui se rendent à l'évidence et qui disent là, tous ces nouveaux libéraux là, c'est des bouffons. Et là-dessus, il a raison, quoi. Bon, bref, peu importe. On s'en fout de Gaspard Koenig, mais c'est intéressant, quoi. Pour Alain Madelin, cette émulation autour d'une tradition longtemps confinée répond à une exigence de l'époque. L'étatisme sans frontières politiques, qui est le nôtre depuis des années, est arrivé à bout de souffle. Il n'a plus le sou, et les seules idées réellement modernes qui peuvent émerger sont libérales. C'est pas si moderne que ça. Les seules idées réellement modernes, c'est quand Philippe de Villiers il dit qu'il faut retourner à ce qui était en 1900. Ça n'a pas de sens. Hein. Ancien secrétaire national du Parti Les Républicains, Michael Miguer, président du groupe de réflexion libérale Institut pour le Progrès, fait partie de la constellation intellectuelle et médiatique qui participe de cet avènement. Dans un récent essai, préfacé par David Lisnard, justement, il vante la révolution Milei, qu'il se félicite de voir prospérer en France. Les concepts économiques du marxisme ont mis 70 ans à aboutir, entre les récits de Marx en 1850 et la révolution de 1917. Ouais, ok, c'est vrai, non, ça me va, cette analyse me va. À l'ère des réseaux sociaux, les idées de Javier Milei s'imposent comme une alternative facilement compréhensible en quelques jours. Le miléisme incarne le renouveau du libéralisme, affirme-t-il, louant le travail théorique précurseur de Friedrich Hayek, donc ce fameux économiste de l'école autrichienne, etc., etc. Attendez, Hayek, c'est l'école autrichienne Hayek directement? Oui, je crois. Et de Murray Rothbard. Donc ça, c'est les espèces d'ultra-libéraux qui se font encenser par les droitards en permanence, quoi. Voilà. Oui, Friedrich Hayek, c'est l'école autrichienne. Ouais. Après, il manque Milton Friedman, là, je trouve, dans les... pour qu'on ait la Sainte Trinité un peu. Mais bon, bref, peu importe. Je finis mon paragraphe, après je vais devoir aller nourrir mon chat qui est en train de me miauler dessus, parce qu'il vient de se réveiller. Dans sa préface, le maire de Cannes, donc David Lisnard, salue pour sa part la méthode claire et assumée du président argentin. Diminution de 35% de la dépense fédérale, réduction de moitié du nombre de ministères, dérégulation massive, suppression de centaines de normes, recentrage de l'État sur ses fonctions essentielles. Alors, il n'a pas dit fonctions régaliennes, mais ça revient au même. Interrogé sur cette source d'inspiration, Romain Marsilly, directeur général de Nouvelle Énergie, donc le parti de David Lisnard, qui revendique 15 000 adhérents.
15 000 adhérents, vous y croyez-vous? 15 000 adhérents à jour de cotisation pour Nouvelle Énergie David Lisnard? Je sais pas comment ils sont leurs adhérents. Hein. Ah non, Friedman, c'est un pur néolibéral pour le coup. Autant pour moi, je dis de la merde. Bon, 15 000 adhérents. En tout cas, il tente de relativiser. Il ne faut pas se disperser dans les débats théoriques. Emmanuel Macron a séduit des libéraux en 2017 qui ont été extrêmement déçus. Nous voulons être dans l'exécution. Il note toutefois que les victoires culturelles précèdent souvent les victoires politiques et se satisfait donc de l'engouement observé. Bah là-dessus, je peux pas forcément lui donner tort parce que bon, là quand on parle des libertariens assumés, ils seront pas présidents en 2027, hein, ils vont flopper. Un peu comme Alain Madelin, vous voyez, un peu comme Alain Madelin là en 2002 qui a fait 4%. Je pense que si David Lisnard a ses 500 signatures et part dans la course à la présidentielle, effectivement, ça sera plus une candidature un peu de témoignage, entre guillemets, qui fera 3-4% maximum, mais qui compte influencer le débat public. Et là, tout ce camp des libertariens débiles, des ultralibéraux, ça influence le débat public. En tout cas, on voit bien en prenant Bardella, typiquement, que ce discours anti-impôt, anti-État de con, là, il le récupère totalement. Et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi, le ciment de la convergence entre la droite et l'extrême droite, effectivement, c'est cette fronde anti-impôt, ce discours anti-État. Donc effectivement, hein, voilà, moi j'aime bien me foutre de leur gueule en disant ils sont insignifiants, ils représentent rien. Lol, David Lisnard il va faire 1% à la présidentielle, ce cuck, et on va boire les larmes de droite tardée. J'aime bien avoir ce discours-là, mais en vérité, si on est un peu honnête, ce discours-là, il prend quand même de plus en plus. Pas directement le discours ultralibéral, mais ce discours anti-impôt. Et donc ces espèces d'ultralibéraux, ces espèces de libertariens, ils ont beau être débiles et ils n'auront aucun débouché électoraux satisfaisant, je pense. Ils vont flopper dans les élections s'ils s'y lancent. Cette avant-garde ultra-libérale influence quand même le discours général, quoi. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que quand même, on a beau se foutre de leur gueule à tous ces gens-là, il faut les prendre en sérieux. Mais après, là où moi je suis relativement optimiste, c'est que vraiment, cette espèce d'avant-garde ultra-libérale est vraiment totalement débile. C'est vraiment des bouffons, quoi. C'est assez facile de se battre contre eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je sais pas. Mais à une seule condition, c'est de partir à la contre-offensive sur le discours anti-impôt. Sans ça, on va être baisé. Mais je pense qu'il y a quand même un coup à jouer parce que franchement, on est face à des gens qui se bavent dessus un peu hein, quand on parle de cette avant-garde ultralibérale. Oui, il y a mon chat qui est là, il vient me réclamer avec insistance de la bouffe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre une toute petite musique et aller le nourrir. J'en ai pour une seconde, je reviens. Hein. Vraiment. Vous avez vu comme il est mignon? C'était pas. On reprend. On y va. J'en étais où? Oui, bah j'en étais là. Allez, on reprend l'article. Il reste plus que dans 2 paragraphes encore. Ça marche. Mais cet engouement est-il vraiment le signe d'une demande populaire? Intéressant. Comme l'affirment de nombreux éditorialistes à grand renfort de sondages, comme Alexandre Devecchio, Arnaud Dacier, délégué général de l'UDR d'Éric Ciotti, ou encore Mathieu Laine, qui espère un électrochoc, voire une surprise en 2027. Non, il n'y aura pas de surprise. Hein. Je pense pas qu'il y aura de surprise là-dessus. Hein. Encore une fois, c'est plus un truc de ils font avancer leurs idées, et leur but, c'est que ces idées ultralibérales infusent dans la droite française, mais il n'y aura pas de surprise en 2027, je pense pas. N'y a-t-il pas plutôt là un exemple de décorrélation entre une élite médiatique et politique qui se droitise et une société française qui assiste médusée à ce mouvement qu'elle ne suit pas? Dans La droitisation française, mythe et réalité, le politiste Vincent Tibéri, encore lui, affirme qu'il, je cite, il n'y a pas eu de conversion générale au libéralisme économique. Les ouvriers, et dans une moindre mesure les employés, demandent de la protection, tandis que les indépendants et les cadres y sont opposés, écrit-il. C'était vrai dans les années 1980. Cela l'est toujours dans la décennie 2020. En France, l'expérience du programme néolibéral appliqué par le Premier ministre Jacques Chirac en 1986 s'était soldée par un échec. L'échec de la politique néolibérale radicale mise en œuvre en 1986 pouvait s'expliquer par l'étroitesse de la base sociale favorable à un tel projet. Il n'existait pas de majorité politique favorable à un tournant néolibéral radical, indique aussi l'économiste Bruno Amable dans La résistible ascension du néolibéralisme. Alors là, quand il parle de néolibéralisme radical, qu'est-ce qu'ils entendent par néolibéralisme? Parce que néolibéralisme, là je parlais de l'aspect, la place de l'État dans le modèle économique, mais il y a d'autres caractéristiques au néolibéralisme. Hein. Et quand on parle du tournant néolibéral des années 80, il y a un autre truc, c'est aussi que l'État, au lieu d'être le garant des droits des travailleurs, devient plus l'outil de la garantie des bénéfices des capitalistes. Certes, mais il y a aussi ce côté, on va marchandiser un maximum de trucs dans la société. Ça, le grand tournant néolibéral, ça a aussi été ça, quoi. C'était aussi dire, on va essayer de tout marchandiser. Vous voyez? Donc, c'est 2 caractéristiques du tournant néolibéral des années 1980. Donc là, quand il parle de tournant néolibéral radical, c'était peut-être ça, du coup. C'était essayer de tout marchandiser. Je ne sais pas exactement. Bref. Tout indique donc que le discours des nouveaux libéraux est performatif et que leur bonne représentation dans le débat public n'est que le reflet de la pensée dominante.
outre l'intense jeu de concurrence entre partis politiques de droite dure, qui explique cette conversion opportune au libertarianisme, par souci de distinction, Bruno Amable évoque aussi une raison purement matérielle. Le libertarianisme est devenu l'idéologie légitimatrice des oligarques occidentaux, comme Elon Musk, qui peuvent se permettre de financer leur idéal afin de maintenir leur position dominante. Ok, donc ça serait là on va dire les méga milliardaires d'aujourd'hui, les gens qui sont les plus puissants économiquement et donc les plus puissants tout court, hein, aujourd'hui, eux ils sont de l'économie libertarienne parce que du coup pour justifier leurs actes, ils ont que ça pour justifier leurs actes. Et donc du coup par un effet de ruissellement idéologique, il y aurait plein de relais de l'idéologie libertarienne, mais juste parce que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, il est libertarien pour justifier toutes ces saloperies quoi. D'accord. Donc ça se ferait de manière un petit peu organique, mais en fait sans relais dans la société très concrètement. Ok. Alors moi je pense qu'effectivement il n'y a pas de relais, il n'y a pas une grande envie de la part, comment dire, de la part du peuple français, typiquement, d'avoir un milléi français. Effectivement, personne ne veut ça. Mais encore une fois, si ça infuse, y compris dans l'extrême droite de Jordan Bardella, il peut y avoir un côté comme ça, quoi. Après ça, je pense qu'ils vont en parler dans la suite de l'article, parce qu'il y a quand même cette espèce de truc anti-impôt, anti-État, qui existe bien sans que ça aille jusqu'à l'ultralibéralisme. Voilà. Mais je veux dire, entre Jordan Bardella et un ultralibéral assumé, il y a un gros point commun, c'est travailler à partir du sentiment anti-impôt et anti-État d'une bonne partie de la population. Bref. Elon Musk avait soutenu le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland, l'AfD, en Allemagne, saluant son programme de déconstruction de l'État. En France, des intellectuels organiques du monde des affaires produisent à leur tour de nouveaux discours de légitimation de cette entreprise. Le groupe de réflexion Génération Libre, que Gaspard Koenig a quitté en 2021 et qu'il dit repris par l'aile droite, a par exemple invité l'économiste anarcho-capitaliste David Friedman, fils de Milton Friedman, dont on parlait tout à l'heure, le fondateur de l'école de Chicago, à débattre à l'Assemblée nationale avec Guillaume Casbarian le 16 avril. Je sais pas qui a vu ça. Ah, tout pourri, hein. Bref. Joint par Mediapart, ce dernier, qui a annoncé dès le lancement de son parti qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle, confirme que son objectif est de prendre part à la bataille culturelle, le mot est lâché, en poussant le curseur du libéralisme au maximum. D'ici à la présidentielle, j'assume de mettre dans l'atmosphère des propositions, des mesures, des amendements, des propositions de loi, des projets de loi qui sont issus d'une philosophie libérale et qui poussent le plus loin possible cette philosophie, dit-il. L'ancien ministre du Logement, proche de Gabriel Attal, s'attaque d'ores et déjà au système de retraite par répartition, dont la réforme a été abandonnée à la suite d'une contestation historique. Certains actifs allouent 30% de leur salaire au financement de ce système de collectivisation, alors que la hausse du nombre d'inactifs va rendre ce système complètement obsolète dans quelques années, affirme-t-il, ajoutant entendre beaucoup de promesses électoralistes sur ce sujet. Le sujet de la retraite par répartition, je trouve un peu épineux. Hein. Je trouve un peu épineux parce que, effectivement, il y a un côté où la droite mais rêve de faire la retraite par capitulation en réalité. Parce que c'était droitard, donc voilà, normal. Ils veulent privatiser un maximum de choses, quoi. Donc la retraite par capitalisation, ça serait une forme de privatisation de la sécurité sociale assez massive, hein, puisque c'est le premier poste de dépense de la Sécu, la retraite par répartition, plus de la moitié, hein, quasiment les 2 tiers de la sécurité sociale, c'est les retraites. Donc privatiser la Sécu, c'est le rêve humide de tout libéral et de tout dirigeant de droite. Mais ceci étant dit, c'est tellement pas porteur politiquement, et comme quand même, ce qu'ils aiment bien généralement, la droite comme la gauche d'ailleurs, hein, ce que les politiciens aiment de manière générale dans la vie, c'est se faire réélire, personne ose privatiser la sécurité sociale. Et ça veut bien dire un truc, c'est que les Français quand même, ils sont assez attachés à notre système social hérité du Conseil national de la résistance, au moment où les communistes et De Gaulle ont gouverné ensemble, quoi. En vrai, ça peut se comprendre que les Français soient attachés à ce système. C'est comme ça que c'est reconstruit la France après la guerre, quoi. Vous voyez. Mais il y a aussi la question des retraités. Les retraités votent beaucoup. Si on s'attaque à la retraite de manière générale, il y a plein de retraités qui vont se sentir eux-mêmes attaqués. Et donc c'est pour ça que, y compris la droite, a tendance à pas le faire, quoi. Ok. Mais du coup, je sais pas. Moi, le sujet des retraites me saoule de plus en plus. Voilà, je vous l'avoue. J'en reparlerai un jour. Mais le sujet des retraites me saoule de plus en plus. Je trouve qu'on n'en parle pas. D'un côté, c'est presque un totem, y compris pour la gauche. Est-ce que ça nous permet de. Ça nous fait avoir des angles morts, je trouve, que de parler que tout le temps des retraites. Un truc dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne. Après, moi, je suis pour la retraite par répartition, la retraite à 60 ans, tout ce que vous voulez, hein. Il n'y a aucun souci. Mais je trouve qu'à trop. À trop rester focalisé uniquement sur le sujet des retraites pour parler d'économie, pour parler de sécurité sociale, pour parler de tous ces genres de choses, du coup, il y a plein d'angles morts suite à tout ça, quoi. On parle tellement peu des carrières, des conditions de travail, de qui gagne quoi, etc., etc. On parle juste des retraites à la fin avec l'aspect comptable un peu, l'aspect équilibre de notre système des retraites, etc., etc., quoi. Comme si l'alpha et l'oméga d'une politique sociale pour le travail, c'était les retraites. Non, c'est pas l'arc libéral. Au contraire, je trouve que quand on est de gauche dans ce pays, à trop parler que des retraites tout le temps, on parle pas du reste et du coup, c'est difficile d'avoir un discours de gauche à la fin. Parce qu'on parle pas du travail, vous voyez, on parle des retraites.
Mais après, moi, évidemment, je suis pour la retraite par répartition et je suis de gauche aussi sur ce sujet-là. Mais il y a un côté où je trouve, est-ce qu'on serait pas nous-mêmes parfois en train de tomber dans un piège? Le piège de la gérontocratie, finalement. On ne parle que des. Il y a beaucoup de vieux dans ce pays, quoi. Au lieu de parler. On parle tellement plus des retraites des vieux que des jeunes qui galèrent à trouver du boulot. Il y a un côté où ça m'énerve, quoi. Et quand t'es de gauche, et quand tu parles justement des conditions de travail, de l'exploitation capitaliste, etc., je trouve qu'il faudrait pas non plus se perdre en termes de discours à ne parler tout le temps que des retraites, quoi. Ouais, parler du travail sous Macron, ça serait bien quand même. Ça serait bien. Parce qu'en plus, si on modifie les conditions de travail des travailleurs, les salaires des travailleurs, en mettant les salaires à la hausse, etc., et ben ça règle des problèmes qui sont liés à la retraite aussi, tout simplement. Si on avait le plein emploi, bah, le problème de la retraite par répartition, ça serait à peine un problème, parce qu'il y aurait plus de cotisations. Si on avait le plein emploi et des meilleurs salaires, ce genre de choses, par exemple, ça réglerait le problème de la retraite par répartition en réalité. Il y aurait plus de cotisants, il y aurait plus de cotisations parce que les salaires seraient plus hauts, etc. Donc au final, le système des retraites, la retraite par répartition, c'est un truc qu'on peut sauver, entre guillemets, sans agir directement sur la retraite par répartition, mais en agissant sur les conditions de travail et la vie économique des travailleurs de ce pays. Vous voyez? Et donc c'est pour ça qu'il y a un côté à trop parler de le système de retraite par répartition dans des termes un peu comptables, on va dire. Je trouve que ça nous crée des angles morts. Et pour avoir un discours offensif sur le travail, sur les conditions de travail, sur l'exploitation capitaliste, bah, c'est pas en parlant de la retraite par répartition en boucle qu'on peut avoir un discours offensif là-dessus. Et économiquement, il faut un discours de contre-offensive, comme je disais, parce que eux, ils sont extrêmement offensifs, la droite, avec leur discours. Et c'est justement ce que nous explique cet article. Sinon, sinon, on veut faire une contre-offensive à même de fonctionner dans cette optique un peu de bataille culturelle pour préparer un peu le terrain idéologiquement pour la suite. Il faut un contre-discours qui soit offensif. Et est-ce que parler de la retraite par la répartition, ça permet d'avoir ce contre-discours offensif? J'en suis pas tout à fait sûr. Ou en tout cas, il faut faire un peu gaffe avec ça. Faut pas non plus que ça devienne vraiment une espèce de totem de la gauche qui nous empêche de penser tout le reste. Voilà. Je dis pas que c'est le cas en permanence, mais il y a un truc qui me frustre un peu par rapport à tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire pour le coup. J'ai pas encore tout à fait fini de réfléchir à tout ça, mais un jour j'aurai un discours trop carré par rapport à ça. Vous verrez. Bref. Ok. Donc, en tout cas, oui, ils veulent pousser la philosophie libérale le plus loin possible, histoire d'influencer sur la droite française de manière générale. L'ancien ministre du Logement, proche de Gabriel Attal, s'attaque d'ores et déjà au système de retraite par répartition, dont la réforme a été abandonnée à la suite d'une contestation historique. Je viens de le lire, ça. La stratégie libertarienne s'apparente ainsi à une forme d'entrisme et de pressing auprès des partis qui occupent le devant de la scène politique. Guillaume Kasbarian, Éric Ciotti ou encore Christelle Morancet, président de la région Pays de la Loire, jouent une partition similaire dans leur espace politique respectif. Renaissance, le RN et Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Le délégué général de l'UDR, donc le parti de Ciotti, Arnaud Dacier, saluait ainsi récemment sur Twitter l'afouérisme, l'autre nom du milléisme, d'un député RN sur la loi de simplification de la vie économique. De même que la mue libérale de Jordan Bardella. Et ça, c'est vraiment intéressant, la mue libérale de Jordan Bardella. Parce que pour moi, cette mue libérale de Jordan Bardella, c'est un sujet totalement connexe au sujet de, on va dire, l'offensive libertarienne en France. Les deux vont d'un même mouvement. Et la mue libérale de Jordan Bardella, pour moi, pour la campagne de 2027, il va falloir juste insister comme des chiens là-dessus. Vraiment. Vraiment. Pour moi, si on a un coup à jouer à gauche, et j'en ai parlé avec Onibaku longuement hier, pas de ça précisément, mais un peu de... après, on en parlera après quand on parlera de Mélenchon et compagnie, quoi. Mais je veux dire, s'il y a un truc qui peut faire perdre le RN, au moins peut-être au second tour, justement, c'est de bien montrer à la France entière à quel point Bardella est un espèce de Sarkozy bis, quoi. À quel point c'est un espèce de libéral de merde, exactement les mêmes que ceux qui nous gouvernent depuis des années et des années et des années. Dire Bardella, c'est le système. Donc sa base populaire, qu'est-ce que vous avez voté pour un mec qui va prolonger totalement le système en l'accentuant encore plus? Vous êtes cons ou quoi? Oh! Alors après, je dis pas on va les faire voter Mélenchon ou quoi que ce soit, mais on pourrait les faire s'abstenir. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a moyen de lui faire perdre une partie de sa base populaire à Jordan Bardella en insistant sur le fait qu'il n'est pas anti-système, qu'il n'est plus du tout anti-système et que sa mue libérale fait qu'il n'a plus rien de ce qu'il était censé représenter à la base? Je suis pas sûr qu'on puisse inverser totalement la tendance d'ici 2027, mais on peut peut-être un petit peu, vous voyez, faire en sorte que sa base populaire s'effrite. Peut-être pas les faire passer à gauche, hein, je dis pas, mais peut-être les renvoyer dans l'abstention où ils viennent, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Les redégoûter de la politique. À nouveau, en leur montrant bien que leur héros, il est comme les autres, quoi. Vous voyez? Moi, je pense que va vraiment va falloir assister là-dessus pour la campagne de 2027. Ça va être un des axes qu'il faudra le plus faire dans cette lutte contre Jordan Bardella. Alors après, ça veut pas dire qu'on va mettre les autres sujets sous le tapis et voilà, il va falloir dire que c'est des racelards et compagnie, hein, et que c'est des fascistes. Il y a aucun souci avec ça.
Mais je veux dire, il y a un côté où si on arrive à faire un discours de dire regardez, ces soi-disant anti-système, ils continuent à dire qu'ils sont anti-système. Ces soi-disant anti-système sont le système, ils sont en train de vous mentir. Je pense que ça va être vraiment un des trucs qu'il va falloir avancer. Voilà. Bref. Ces gens-là n'ont jamais été anti-système, il faut démontrer leur posture. Ouais, moi ça me paraît assez essentiel. Et même si ça suffira pas en 2027 et que Bardella arrive encore au pouvoir, sur le temps long, ça va les baiser. Ça va les baiser. Et ça va jouer en notre faveur, vous voyez. Ça, j'en suis convaincu. On en parlait longuement avec Oni Bakou hier. Bref. J'en étais où ? Voilà, la mue libérale de Jordan Bardella et son rapprochement avec les grands patrons, en espérant que l'union des droites découlera logiquement de ces convergences. Moi, ce plan-là, il me fait peur. Hein. Alors justement, il y a des convergences qui sont en train de se faire, c'est ce que je disais, et c'est précisément ce que j'ai dit. Le ciment de cette convergence entre droite et extrême droite, c'est le discours anti-impôt et anti-État. Pour des raisons un peu différentes, certains parce que c'est des gros ultra-libéraux assumés, d'autres par une forme de démagogie un peu bizarre, et parce qu'ils veulent bien se faire voir par le patronat pour accéder au pouvoir. Là, je parle de Bardella. C'est pour des raisons un peu différentes qu'ils en arrivent à ce même discours anti-impôt, mais toujours est-il que de fait, c'est le ciment de cette convergence-là. C'est ce qu'on appelle parfois l'union des droites. Vous voyez ? Donc je suis pas sûr que tout ça débouche sur une union électorale large pour 2027 ou même pour juste après, mais en tout cas, c'est extrêmement dangereux, c'est ce qui nous pend au nez. Pour moi, si ce verrou saute et que cette convergence se fait assez fortement et que les électeurs suivent, on va se faire baiser. Hein. Et à un moment donné, on va se faire baiser. Donc comment se démerder pour que les électeurs, la fameuse base populaire du RN ne suivent pas, en insistant et en réinsistant sur le fait que Bardella, c'est le système, il est en train de s'allier littéralement avec ceux qui nous gouvernent depuis 50 ans. Allô ? Vous êtes cons ou quoi ? Et pas de s'allier en faisant un accord électoral pendant les législatives uniquement pour tenter de maximiser son nombre de sièges. Non. De s'allier idéologiquement. Et c'est intéressant de le dire. Parce que l'extrême droite, ils disent regardez, LFI, les macronistes, tout ça, c'est le système. Ils sont alliés entre eux pour qu'on n'arrive pas à Matignon après la dissolution, après les législatives. Bardella était censé être Premier ministre et LFI, la gauche, les macronistes, tout ce beau monde s'est allié. Parce que justement, on leur faisait peur, parce que c'est nous les antisystèmes. Déjà, c'est pas vous les antisystèmes. Deuxièmement, s'ils sont alliés, tout ce beau monde-là, c'est pas par convergence idéologique pour le coup. C'était juste pour conserver un maximum de sièges et vous envoyer vous faire foutre. Mais c'est pas par convergence idéologique, vous voyez ? Donc eux, l'argument du RN, c'est de dire ces gens-là sont le système car ils ont fait un accord électoral en 2024. Alors qu'il n'y a pas de convergence idéologique derrière. Nous, ce qu'il faut, ce qu'on dit, c'est ces gens-là sont le système parce qu'ils pensent la même chose et proposent la même chose, ce qui est légèrement plus, vous voyez, plus fort comme discours. Donc vraiment, moi, c'est un truc que je vais faire pendant 1 an, c'est insister là-dessus, dire Bardella, c'est le système, regardez, c'est les mêmes, ils sont en train de s'allier. Allô ? Je pense qu'il va falloir insister là-dessus très très fort, quoi. Voilà. Bref. Citation. Pour le coup, c'est une stratégie marketing qui permet au RN d'avoir un double discours. Tout à fait. Jordan Bardella drague les patrons, pendant que Marine Le Pen drague les couches populaires, assure Guillaume Casbarian. Bah, il a raison. Ciotti a servi de caution morale à un parti qui n'est pas guidé par le libéralisme. Alors il a raison pour les très mauvaises raisons, mais il a raison. Il a raison. C'est une espèce de truc démagogique et opportuniste. Bardella drague les patrons. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça. Parce que Bardella, il drague les patrons, mais il appuie aussi sur ce sentiment anti-impôt pour parler à sa base populaire. Pour dire les Français là qui travaillent dur, l'État vous vole avec toutes ces taxes, on va baisser les taxes, vous rendre votre argent. Donc il s'adresse à la fois à sa base populaire, tout en ayant un discours qui s'adresse aussi au patronat. Et c'est ça qui est redoutable. C'est ça qui est redoutable avec ce discours anti-impôt, c'est qu'on peut faire de la démagogie avec, s'adresser à des travailleurs précaires, tout en faisant un petit clin d'œil au patronat pour dire regardez, on est de votre côté. Et pour moi c'est ça que je trouve ça terrible. C'est ça que je trouve ça terrible. Voilà. Et ce truc de double discours, Bardella parle au patron pendant que Marine Le Pen drague les couches populaires, pour moi c'est plus compliqué que ça. Bardella, il drague les patrons tout en s'adressant par démagogie aux couches populaires, avec un discours anti-impôt qui fonctionne un petit peu quand même, vous voyez ? Et bref. Donc moi c'est ça que je trouve dangereux dans leur discours. Mais encore une fois, c'est à nous de le déconstruire et c'est à nous d'avoir un contre-discours offensif à même de bien faire comprendre que Bardella, c'est une immense douille, quoi. Bref. Les attaques récentes contre le 1er mai, l'audiovisuel public ou encore les agences publiques environnementales témoignent en tout cas de l'ampleur de l'offensive politique. Et la fenêtre d'Overton, où l'art de rendre une idée radicale acceptable en politique, devrait encore s'élargir d'ici à 2027. Et oui. Ça fonctionne chez les cons ? Non, ça fonctionne pas que chez les cons. Ça, pour moi, c'est pas vrai, Francis Tuxter. Enfin, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pas vrai, encore une fois. Repensez aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, est-ce que nous, à gauche, on était en train de dire c'est des cons anti-impôts, ils ont pas compris que la sécurité sociale, c'était déjà la communiste de Bernard Friot. On disait pas ça pendant les Gilets jaunes. Parce qu'on a bien vu que c'était des gens qui étaient en mode halte à l'injustice fiscale, le pouvoir veut nous baiser. Très très vite, les Gilets jaunes, il y avait une grosse odeur de lutte des classes là-dedans. Et a raison. Et c'est parti d'où ? C'est parti d'une fronde anti-impôts. C'est parti d'une fronde anti-taxes. Quoi ? L'État augmente encore les taxes sur les carburants ? On va tout brûler. C'était ça les Gilets jaunes. Et c'était glorieux. Vous voyez ?
Donc non, c'était pas con. Ce sentiment anti-impôt, il sort pas de nulle part, hein. Vraiment, des Français périurbains qui sont obligés de conduire 80 km tous les jours pour aller bosser et chercher leurs enfants à l'école, qui sont archi dépendants de la voiture, qui voient le prix de l'essence augmenter et qui se disent putain, il y a plus de taxes que de prix réels là-dedans. Je pète un câble. C'est pas con de se dire ça, hein. C'est pas con de se dire ça en réalité. C'est juste. Ça demande de réfléchir et de penser un peu contre ses affects en réalité, de se dire non, 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 les taxes c'est bien, etc. Surtout quand en pouvoir c'est Macron, quoi, évidemment. Les gens ils se disent taxe égale État, État égale Macron. Ils se disent c'est les taxes que Macron nous prend et à cause de ça je suis pauvre alors que je suis archi dépendant de ma voiture. Et Macron il nous propose des véhicules électriques et des primes de je sais pas quoi, je peux même pas les avoir, de toute façon je suis trop pauvre. Les gens qui sont vénères et qui sont anti-taxes à cause de ça, ils ont des vraies raisons de l'être, hein. Faut pas prendre ces gens-là pour des cons. Vraiment. Oui, mais le discours des petits entrepreneurs qui galèrent, c'est très con. Alors ça oui, ça oui. Ça oui. Mais sur les Français qui travaillent, enfin les Français qui travaillent, on va dire les Français salariés qui travaillent pour 1600, 1700, 1800 euros par mois, qui ont une famille, un crédit immobilier à rembourser, une famille à nourrir, qui sont exploités au taf, etc. etc. Donc eux, ils se retrouvent à mordre à l'hameçon du discours anti-impôt. Franchement, on peut le comprendre totalement. Voilà. Et justement, trouver que ces gens-là sont cons, pour le coup, pour moi, c'est pas ce qu'il faut faire. Au contraire, il faut écouter cet affect et justement avoir un contre-discours pour dire non, 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 non. Le problème, c'est l'injustice fiscale. Personne n'aime payer des impôts, mais réfléchissons un petit peu à ce que veut dire l'impôt et pourquoi, en soi, le problème, c'est pas les impôts, quoi. Et je trouve qu'on touchait ça du doigt au moment des Gilets jaunes. On touchait ça du doigt. Le discours des Gilets jaunes, c'était non, 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 le problème, c'est pas les impôts, c'est qu'on veut que les petits payent petits et les gros payent gros. C'était devenu un des éléments de langage des Gilets jaunes en un mois. En un mois, c'était un mot d'ordre des Gilets jaunes. C'était il y en a marre de l'injustice fiscale, que les petits payent petits, que les gros payent gros. Bah voilà, super. Pourtant, ça partait de cet affect anti-impôt. Donc, je veux dire, ça peut partir d'un côté comme de l'autre. Ça peut partir, cet affect anti-impôt par rapport aux taxes sur l'essence, ça peut partir à gauche toute sur un discours par rapport à l'injustice fiscale, etc., etc., comme ça peut partir à droite toute sur un discours ultralibéral, en fait. Donc là, c'est à nous, justement, en partant de cet affect, avec un contre-discours offensif, réussir à les rabattre vers les bonnes idées, quoi. Les idées qui sont les nôtres. Vous voyez. Et donc, on comprend qu'il vote RN. C'est pas que ça, le vote RN. Là, je vais pas parler du vote RN, j'ai parlé de l'affect anti-impôt. Non, non, non. Mais après, il y a des gens, on peut comprendre qu'ils votent RN, mais il y a toujours une part de racisme dans un vote RN, c'est ça le truc. C'est qu'en fait, le vote RN, ça part de cet affect-là, et on va prolonger le truc. Voilà, pensez à ces Français un peu gilets jaunes, etc., qui sont dépendants de la voiture, périurbains, et qui mordent à l'hameçon de ce discours anti-impôt. Parmi eux, tous ne votent pas RN. Ceux qui votent RN, pour beaucoup, hein, c'est pas tous, il y en a qui votent RN parce que c'est des gros races-là, point à la ligne, il n'y a pas à aller chercher beaucoup plus loin. Mais il y en a qui votent RN parce qu'ils se disent, en gros, le cheminement, c'est un peu ça, c'est putain, j'arrive pas à joindre les deux bouts, l'essence c'est tellement cher, tout ça c'est à cause des taxes. Putain, les taxes ça sert à quoi? Moi je galère et je travaille, les taxes c'est pour les assistés. Putain, les assistés c'est qui? C'est les immigrés qui viennent et qui ont plus de droits que moi, c'est les Noirs et les Arabes dans les cités qui foutent le bordel en touchant l'argent de la CAF. Ah bah je vais voter Marine. Voilà, c'est ce cheminement de pensée qui les amène à voter Rassemblement National. Et évidemment, à un moment donné, dans ce cheminement de pensée, il y a une petite étape où c'est raciste, quoi. Où c'est du racisme. Donc encore une fois, ce sentiment, cet affect anti-impôt qui peut mener in fine à un vote d'extrême droite, à un vote RN, ça veut pas dire que c'est un vote qui est dénué de racisme pour autant. C'est simplement, c'est un truc où l'aspect raciste du vote RN et l'aspect un peu anti-impôt, anti-assistanat du vote RN sont d'un même mouvement, en fait. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Mais je veux dire, certains Français qui partent du même constat de oh là là, les taxes sur l'essence c'est trop cher, franchement l'État il me prend tout mon argent, ça craint, ils finissent pas tous par voter RN. Mais je veux dire, ce constat cet affect de base peut amener à un vote RN si on passe en passant par la case racisme. Et cet affect de base peut aller vers autre chose qu'un vote RN. Vous voyez. Donc c'est pour ça de se dire peut-être qu'on pourrait récupérer des gens qui votent RN, etc. Pourquoi pas, mais c'est pas en allant dire oh là là, mes petits Français blancs, ouais, il y a trop d'immigration en fait, l'immigration de travail, je sais pas quoi. Non, 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 non. Je ne sais pas ce que c'est que c'est qu'on peut partir d'un affect profond qui peut éventuellement mener à un vote RN, et en partant de ces affects profonds avec un contre-discours résolument de gauche, bah, les amener à prendre une autre direction idéologique. Pour moi, c'est comme ça qu'on peut récupérer une partie éventuellement de l'électorat RN, et ça se fera pas en un jour, ça se fera sur le temps long. Et encore une fois, il y a tout un tas de gens qui partagent ces affects anti-impôts, cet affect que je décris depuis tout à l'heure, qui ne votent pas RN, qui pourraient peut-être être tentés un jour par un vote RN en suivant le mouvement, peut-être pas. Et c'est plus à eux que je pense. Et aussi tout un tas de gens, des Français périurbains, qui là actuellement sont abstentionnistes. Vous voyez, qui votent pas RN. Ils sont abstentionnistes. Peut-être qu'ils pourraient voter RN en 2027 parce qu'ils se disent il y a peut-être un coup à jouer. Voilà, eux, c'est pas des électeurs RN. Et eux, on peut peut-être aller les chercher. Et si on veut aller les chercher, c'est pas en ayant un discours qui s'adapte au discours que la droite a déjà. Non, 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 c'est en partant des affects qui peuvent mener à une idéologie de droite, mais pour justement les emmener dans une autre direction. Mais en parlant de choses concrètes et avec des propositions, avec un discours qui soit offensif, quoi. Voilà, voilà. Trop basé la take, ça mérite un TikTok? Peut-être. Et il serait un peu long là, c'était long à dire, mais
Oh, ça mériterait un extrait tout entier, quoi. Ouais. Oh, je sais pas, je vais voir ce que je peux faire peut-être. Mettre une VOD particulière. Je vais voir, je vais réfléchir. En tout cas, ça sera notre conclusion de cette séquence pour ceux qui regardent la VOD sur YouTube. Hein, voilà, grosse séquence où on parle d'économie, des ultralibéraux, des libertariens. Et puis je suis content parce que là, la conclusion, au final, on finit en parlant de plus de politique, pas de politique électoraliste, mais de politique au sens propre. Quoi. Comment aller chercher des gens pour tenter de les rallier à nos idées qui sont les bonnes, hein, je vous le rappelle. Sans ça, ça serait pas mes idées. Les idées qu'on estime les bonnes, quoi. Vous voyez. Donc je trouve que c'est carré justement de partir comme ça. On a commencé en se foutant de la gueule de Philippe de Villiers, un peu d'humour. Après on allait à un article de fond qui était très intéressant. On a fait des analyses, il y avait un côté presque un peu vulgarisation économie. Et on finit en retournant plus sur la politique, quoi. Donc je trouve que c'était très bien. Je trouve que c'était une très bonne séquence sur ce live. Je suis content. Et si vous êtes content, la team YouTube qui regarde la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, partager et dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Et enfin abonnez-vous, quoi.